profiter, puisque Stéphane arrive, pour dire que c'est presque un passage de témoin avant que ça soit fini, puisque Nima vient d'organiser brillamment ce congrès et que nous avons le plaisir d'organiser celui d'Annecy l'année prochaine, du 19 au 20 mai. Stéphane, à toi. Merci, bonjour à tous. J'ai rien sur l'écran. Enfin, j'ai rien. J'ai la pub. Ah non, pas du tout, non. En fait, vous avancez avec le... Bien, donc après la pratique, on fait la théorie. Alors là, c'est pas la première. Ok, super, pas de problème, merci. Vous n'auriez pas dû voir ça avant. Bien, alors bonjour à tous. Donc on va avoir effectivement quelques données physiologiques. Donc après le repas, c'est toujours un peu dur, après le repas avec la bière surtout. Donc je vais essayer de ne pas vous endormir. Alors, moi je suis un peu comme Frédéric Chaguet, quand on m'a donné le topo, là, les seuils mythe ou réalité, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Je ne sais pas trop. Donc voilà, je vous ai fait un petit quelque chose qui va compléter un peu ce qu'on a vu en pratique. Et vous me direz après, dans les questions, s'il y a des choses qui vous perturbent. Alors le problème des seuils, c'est un problème récurrent, et dans les formations, a priori le chrono n'est pas lancé, c'est pour ça que Nima s'agite. Pas de quoi. C'est souvent un problème, et dans les formations qu'on fait, en fait, les gens se focalisent là-dessus, dans la détermination des seuils, comme si ça allait changer la face du monde ou tuer quelqu'un. Et je vous rassure tout de suite, ça n'a jamais été le cas. Ça peut avoir effectivement des conséquences, et on va essayer de le voir et de décortiquer un petit peu tout ça. C'est aussi un problème parce que, d'un point de vue vocabulaire, vous allez voir qu'on parle un petit peu de tout, et chacun y va de sa dénomination et de son interprétation, et ça pose franchement des problèmes de communication, surtout entre le monde scientifique et le monde sportif. Alors, avant de commencer, je vous propose de revoir cette relation que vous connaissez probablement entre l'intensité et la durée d'un exercice. Et vous voyez qu'en fonction de l'intensité, qu'on exprime ici en pourcentage des performances maximales, donc soit de la puissance maximale aérobie, soit de la VMA, de la vitesse maximale aérobie, vous voyez que, et vous l'avez déjà expérimenté, hein, si vous courez derrière le bus ou si vous faites un sprint comme Florian Rousseau sur la piste, vous n'allez pas pouvoir garder une intensité d'exercice très importante, très rapidement. Ça va décroître. Donc vous voyez que les performances et la durée de maintien ici en abscisse, elles chutent de façon extrêmement rapide pour des intensités qui sont maximales ou supramaximales. Et puis progressivement, on a une diminution qui est un petit peu curvilinéaire, mais on va rapidement arriver sur une relation qui devient plus linéaire. Et en dessous d'un certain seuil d'intensité d'exercice, c'est vrai qu'on est capable de maintenir des exercices d'intensité relativement importante pendant très longtemps, avant que ne s'installent d'autres phénomènes de fatigue. Et donc on voit bien déjà sur cette courbe, alors on ne va pas parler de seuil, mais il y a effectivement des zones dans lesquelles on a franchement des ruptures de pente qui correspondent probablement à quelque chose. On reviendra sur cette courbe tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est que les seuils? Alors depuis les années 80, où ces notions sont apparues et où, je dirais, l'exploration à l'effort avec mesure d'échange gazeux s'est un petit peu développée, on a eu l'apparition de tout un tas de dénominations, d'abord descriptives, les seuils ventilatoires, les seuils lactiques, et puis on a rajouté de ça par-dessus une espèce de mécanistique, où certains ont commencé à parler de seuil aérobie, anaérobie, d'autres de seuil ventilatoire anaérobie, enfin on n'y comprend plus rien, et encore maintenant, quand vous lisez la littérature, alors généralement pas la littérature de physiologie ou qui vient des sciences du sport. Ils sont un petit peu plus attentifs que nous, mais dans la littérature cardiologique, même les grandes revues de cardiologie, vous pouvez prendre les derniers papiers de Circulation 2016, on vous parle encore de seuil ventilatoire anaérobie, de choses, et vous demandez ce que c'est, et je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Donc vous voyez plein de dénominations différentes. Alors, ce que je vous propose, pendant les 3 prochaines diapos, je vous rassure, ça va très bien se passer, un petit peu de biochimie,
parallèlement à l'évolution de paramètres cardioventilateurs. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon dont on fait l'épreuve d'effort, comme on l'a fait juste avant, avec une épreuve d'effort triangulaire maximale dans laquelle on augmente systématiquement la puissance, vous allez créer des phénomènes qui sont des phénomènes qui ne sont pas artificiels, mais qui sont liés à la façon dont on fait l'épreuve d'effort. Alors je m'explique, vous augmentez la puissance, mais tous les paramètres que vous mesurez, que vous regardez, ont une cinétique d'ajustement qui est variable d'un sujet à l'autre. J'ai une pathologie, j'ai pas de pathologie, on parlait, j'ai mangé, j'ai pas mangé, enfin il y a plein de choses qui vont faire que vous allez plus ou moins vous adapter rapidement. Et du coup, on voit apparaître des choses sur nos épreuves pour lesquelles on ne sait pas toujours d'où ça vient. Donc on va essayer de décrire un petit peu tout ça et vous me direz s'il y a des choses qui vous perturbent ou pas. Alors dans les 3 prochaines diapos, vous allez toujours avoir la même chose. Ici, vous allez avoir un résumé biochimique. Généralement, je ne suis pas capable d'aller beaucoup plus loin, donc je vous rassure. Et puis ici, vous avez l'évolution de 3 paramètres. La consommation d'oxygène, donc le VO2 en rouge, le rejet de gaz carbonique, le VCO2 en bleu, et puis le débit ventilatoire en vert. Alors lorsque vous faites un effort qui est relativement peu important, vous voyez ici que Raymond Bidochon est tout à fait tranquille pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résistance sur le vélo. Il va être obligé d'oxyder les substrats pour produire de l'énergie et faire fonctionner ses muscles. Pour oxyder ces substrats, comme son nom l'indique, il lui faut de l'oxygène, donc la consommation d'oxygène augmente. D'accord ? J'oxyde mes substrats, je consomme de l'oxygène, je rejette progressivement du gaz carbonique. Donc mon rejet de gaz carbonique augmente. Et puis, puisque mon taux de gaz carbonique, c'est ce qui détermine la ventilation, vous allez essayer de rejeter le gaz carbonique que vous avez produit dans l'air expiré, et donc votre ventilation augmente. Donc là, on a 3 paramètres qui évoluent de façon parallèle, tranquillement. C'est quelque chose de tout à fait classique et compréhensible. Alors, je vous rappelle que dans cette phase-là, vous avez une production permanente de lactate. Simplement, ce que vous produisez comme lactate est suffisamment peu important pour être réutilisé par tout un tas d'organes, en particulier le cœur, qui est très friand de lactate à mesure que l'intensité de l'effort augmente, les reins, le foie et le cerveau. Donc c'est un métabolite qui est important, ce n'est pas du tout un déchet comme on a l'habitude de le voir, surtout dans le milieu sportif. Donc dans cette phase-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans une phase d'exercice peu intense et vous êtes dans un état métabolique stable. Ça, c'est quelque chose qui va être important pour pouvoir discuter avec les gens. Alors, dans cette phase-là, on est d'accord, le métabolisme aérobie est prédominant. Il n'est pas exclusif, mais il est prédominant. Et puis, vous commencez à augmenter l'intensité de l'exercice. Vous allez devoir oxyder plus de substrat, puisque c'est plus compliqué, plus dur, pour fournir plus d'ATP. Donc, vous allez consommer plus d'oxygène. La VO2, elle monte toujours. Vous allez produire plus de gaz carbonique. Le gaz carbonique, il augmente. Simplement, vous allez aussi produire plus de lactate. Et vous produisez plus de lactate, vous allez rapidement quand même saturer le système qui réutilise le lactate. Donc vous allez produire plus de lactate que ce que vous êtes capable de consommer. Et finalement, alors que la lactatémie était relativement constante, elle va commencer à monter dans le sang. Et puis ce lactate que vous produisez et ces ions hydronium, eh bien, vont être tamponnés par le bicarbonate dans le sang, qui est le principal tampon du sang circulant. Et vous allez produire aussi du gaz carbonique. Donc vous allez ajouter du gaz carbonique qui vient de cette phase-là, avec du gaz carbonique qui vient du tamponnement des lactates par le bicarbonate. Donc finalement, vous avez une double origine du CO2, ce qui explique que vous ayez une cassure ici sur la courbe de VCO2 qui entraîne une cassure d'augmentation de la ventilation. Donc ça, c'est une vraie réalité, même si on peut, je dirais, discuter de l'origine, c'est une vraie réalité. Il y a une augmentation de la ventilation au-delà d'une certaine intensité d'exercice. Donc dans cette phase-là, vous êtes dans un exercice qui est moyennement intense. On est dans un état métabolique qui reste stable, mais qui commence à être de plus en plus instable à mesure que l'intensité augmente. C'est toujours un métabolisme aérobie prédominant. Et puis on commence à avoir une petite participation du métabolisme anaérobie. Et puis alors, à la fin de l'effort, là, lorsque ça devient très compliqué, eh bien, vous avez votre chaîne de fourniture de l'énergie par le système aérobie qui est complètement saturé. Vous produisez énormément de lactate, vous saturez le système tampon du sang, et donc la lactatémie va exploser.
et vous allez avoir une importante augmentation de la lactatémie. Et à ce moment-là, il existe une importante augmentation de la ventilation, du débit ventilatoire. D'où vient cette augmentation de la ventilation? Alors là, personne n'est d'accord. Hein. Personne n'est d'accord. Et quand on manipule la réserve tampon, soit en la diminuant, alors pour diminuer la réserve tampon, c'est assez facile, il suffit d'hyperventiler. Hein. Vous hyperventilez, vous allez enlever du CO2, donc vous allez baisser vos bicards. Ou si on vous donne des bicarbonates, l'hyperventilation, elle persiste, elle existe. Donc, il est possible, on ne sait pas trop d'où vient cette hyperventilation. Ce que l'on sait, c'est qu'au-delà de cette deuxième cassure, et dans cette phase-là, vous êtes dans un état d'exercice très intense. L'état métabolique est très instable, ce qui veut dire que vous n'allez pas tenir très longtemps. Et le métabolisme aérobie, et ça on l'oublie toujours, reste prédominant. D'accord ? Le pourcentage du métabolisme aérobie va crescendo tout au long de l'effort, avec une participation, cette fois-ci majeure, du métabolisme anaérobie. Donc si on résume tout ça, vous avez effectivement sur votre courbe de ventilation 2 cassures. Ces 2 cassures correspondent à ce qu'on appelle des seuils, un premier seuil et un deuxième seuil. Alors là, c'est assez simple. S'agissant de la courbe de ventilation, ce sont des seuils ventilatoires. Alors si vous dosez la lactatémie, votre lactatémie qui d'abord était constante va commencer à monter par là, et puis à un moment donné où elle explose. Alors il y a des méthodes de détermination des seuils lactiques, hein, je ne vous ai pas mis tout ça. Et là, on parle effectivement, si je dose le lactate, de seuil lactique 1, c'est le seuil je dirais d'apparition du lactate, et puis un seuil lactique 2, un seuil d'accumulation majeur. Alors en général, ces 2 phénomènes sont à peu près simultanés, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et là, c'est assez facile, je suis descriptif. J'ai ma courbe ventilatoire, ce sont des seuils ventilatoires. Et donc quand vous faites une épreuve d'effort cardio-métabolique, vous devez parler de seuil ventilatoire, et pas de seuil aérobie, anaérobie ou je ne sais pas quoi. Parce que je vous rappelle qu'avant le premier seuil, le métabolisme est essentiellement aérobie, et au-delà du deuxième seuil, il y a une participation importante du système anaérobie, on est d'accord. Mais par contre, c'est quelque chose qui va crescendo. Et puis il y a encore d'autres choses que l'on peut voir, hein, et on l'a vu sur la courbe de fréquence cardiaque là, juste avant, lorsqu'on a fait le test que je vous faisais remarquer. La courbe de fréquence cardiaque, elle monte de façon linéaire, et alors, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais enfin moi c'est un phénomène que je vois pas tout le temps, mais quasi tout le temps, un infléchissement de la courbe de fréquence cardiaque aux alentours du deuxième seuil ventilatoire, qui est un seuil qu'on appelle le seuil de Conconi, et qui est un seuil qui a été décrit par un physiologiste italien chez des cyclistes, et qui correspond au deuxième seuil ventilatoire. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de phénomènes qui apparaissent dans différentes zones, qui décrivent des choses différentes et qui peuvent être concomitantes. Mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Et puis, sont apparues d'autres dénominations qui correspondent cette fois-ci à des mécanistiques. Et donc, vous allez voir apparaître des seuils ventilatoires anaérobie, partant du principe que le système anaérobie est peut-être un peu plus mis en route à partir du premier seuil ventilatoire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de seuil ventilatoire anaérobie pour le deuxième seuil? On ne sait pas. En tout cas, vous voyez que essayez d'éviter d'utiliser ces termes parce qu'ils sont très source de confusion. D'ailleurs, ce matin, je me suis amusé à prendre des photos de façon un peu perverse. Alors, les sportifs, on en reparlera, mais vous voyez qu'eux parlent de seuil. Donc, ils ne sont pas d'un seuil 1, seuil 2. Pour eux, le seuil, c'est que le deuxième. Et d'ailleurs, quand vous êtes à 80% de la puissance aérobie maximale, vous êtes effectivement aux alentours de votre deuxième seuil ventilatoire. Donc les sportifs, déjà, ne parlent pas de la même chose. Et puis vous avez eu un topo aussi, alors je m'excuse de la qualité de les photos, j'étais tout derrière, mais Frédéric Schnell a rapporté une étude, et ça ne m'étonne pas, une étude américaine, qui vous dit aussi, là, du seuil anaérobie. Alors on suppose que 80% du seuil anaérobie, ça doit être le deuxième, mais vous voyez que on n'utilise pas tous la même dénomination et que c'est vraiment source de confusion. Alors, ces seuils ventilatoires, est-ce qu'ils sont reproductibles? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour savoir si c'était reproductible déjà d'un expérimentateur à l'autre. Ça l'est relativement, il y a quelques pourcentages d'écart, mais finalement, quand on a une bonne méthode de détermination, c'est pas le problème. Il y a aussi des études qui ont été faites pour voir si d'un jour sur l'autre, c'était reproductible. Alors on en parlait tout à l'heure, pour le premier seuil, c'est quand même
pas si reproductible que ça, il y a quand même des grosses variations. Et vous voyez dans cette étude là, qui ont été faites chez les cardiaques, alors il y avait déjà 10 à 15% des sujets chez lesquels on ne pouvait pas déterminer de seuil. Il faut savoir, dès que vous avez un sujet qui hyperventile, vous allez avoir du mal à avoir des seuils, en tout cas sur la courbe de ventilation. Et vous voyez que on a quand même quasiment 500 millilitres d'écart sur ces Bland et Altman, qui montrent bien qu'il y a une dispersion des points et que ce n'est pas si reproductible que ça et si facile que ça à déterminer. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à déterminer les seuils? Finalement, on pourrait se dire, voilà, je ne vais pas les mettre, comme ça au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Ça reste quand même un marqueur d'intensité d'exercice soutenable, puisque au-delà du premier seuil, ça commence à devenir un peu inconfortable. Et par exemple, en médecine du travail, au-delà du premier seuil ventilatoire, imaginez passer une journée entière de travail au-delà de son premier seuil, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Donc c'est vrai qu'en médecine du travail, on utilise souvent la place de ce premier seuil pour imaginer ce que pourrait être une intensité en médecine du travail. Ça permet aussi, lorsque vous avez des gens qui se plaignent de symptômes, de savoir, dans la vie quotidienne, de savoir est-ce que c'est quelque chose qui va être handicapant ou pas. Donc ça a quand même un intérêt pour discuter avec les gens de manière un petit peu plus concrète. Ça peut avoir un petit intérêt diagnostique, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que lorsque le premier seuil est d'apparition très précoce, et un premier seuil ventilatoire qui apparaît de façon précoce, c'est moins de 40% du VO2 max théorique. Donc vous voyez, c'est quand même très très précoce. Là, on suspecte quelque chose qui pourrait avoir une origine plutôt musculaire, et on va se poser des questions. Est-ce que c'est un intérêt pronostic? On en parle de moins en moins, à juste titre. Vous vous souvenez de la classification de Weber, qui se basait à la fois sur le pic de VO2, mais aussi sur la place du seuil. Ça a été détrôné par beaucoup d'autres facteurs, donc franchement, ce n'est pas quelque chose qui maintenant est utilisé. Donc, de manière pronostique, pas sûr que ça puisse avoir un intérêt majeur en tout cas. Et puis, ça va avoir un intérêt, bien sûr, pour l'entraînement. Alors, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'avance, hein, mais il a démarré le chrono après, monsieur. Donc maintenant, on fait quoi? Alors, vous dites, bon voilà, maintenant je sais déterminer les seuils, je me suis fait une épreuve d'effort, je les ai, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Alors moi, le premier livre que j'ai lu, ça a été ça, L'entraînement n'est pas une science. Et en fait, c'est un petit peu, quand on le lit, on voit qu'il se base sur des concepts scientifiques tout à fait validés. Donc c'était un petit peu une arnaque, ce titre. Mais en tout cas, c'est assez pratique pour essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir, ce que l'on peut faire avec ces seuils. Alors je reviens juste sur cette diapositive avec laquelle on a commencé, pour essayer de voir s'il y a une correspondance entre ce que je vous ai raconté au départ et puis la place de ces seuils sur l'épreuve d'effort. Et quand on regarde, effectivement, la partie linéaire de la courbe, donc celle où on se sent bien, correspond à peu près au premier seuil ventilatoire. La première cassure ici, au deuxième seuil ventilatoire, et puis tout là-haut, l'intensité maximale est aussi une borne qui va être importante. Alors là où ça peut se compliquer, c'est que lorsque vous avez des sujets en face de vous, surtout des sujets sportifs, eux, ils vont vous demander où est leur seuil aérobie, leur seuil anaérobie, puisqu'on parle encore comme ça dans les magazines et dans le monde sportif. Et effectivement, il va falloir essayer de leur répondre. Et même si on essaye de ne pas utiliser ces termes, si vous leur parlez de seuil ventilatoire, ils ne vont peut-être pas comprendre. Donc du coup, on peut estimer et utiliser cette terminologie de seuil aérobie pour le premier seuil, de seuil anaérobie, et puis de VMA pour ce qui est de l'exercice maximal. Alors on pourrait s'arrêter là, mais les sujets sportifs que vous avez en face de vous, ils en savent encore plus. Alors il y a d'autres bornes que vous devez connaître pour pouvoir discuter avec eux. Ce premier seuil ventilatoire, en dessous, c'est ce qu'on pourrait dénommer des intensités d'exercice dit en endurance fondamentale. Après, vous avez jusqu'au deuxième seuil, donc entre les deux seuils, ce que les sportifs appellent capacité aérobie ou endurance critique. Et puis comme c'est trop simple, on le divise en deux. Endurance critique 1, endurance critique 2. Donc tout ça, c'est des choses dont ils vont vous parler et avec lesquelles vous devez pouvoir un petit peu jongler. Et puis vous avez l'intensité maximale, et entre les deux, entre le deuxième seuil et puis le début du plateau de VO2, donc la VMA ou la PMA, vous avez ce qu'on appelle la puissance aérobie. Avec tout ça, vous devez pouvoir, je dirais, alors pas construire des plans d'entraînement, parce que c'est vraiment un travail spécifique, et je considère que c'est vraiment un art, j'ai envie de dire,
l'entraînement, mais vous devez pouvoir discuter avec eux et leur donner des conseils. Alors ça, c'est la même chose, donc je passe. Alors, finalement, mythe ou réalité, les seuils, ils ont vraiment une réalité physiologique. Même si on ne sait pas d'où ça vient, ils ont une réalité physiologique. Ils sont peut-être construits sur l'épreuve d'effort, mais en tout cas, ils correspondent bien à des choses, et des choses tout à fait concrètes. Alors, je vous rappelle que les seuils ventilatoires, c'est sur la courbe de ventilation, les seuils lactiques sur la courbe de la lactatémie, le seuil de Conconi sur la fréquence cardiaque. Dès lors que vous n'utilisez pas ces termes, vous commencez à faire de la mécanistique qui n'est pas obligatoirement celle que l'on voudrait employer. Là où ça devient peut-être un mythe, ces seuils, mais c'est ce qu'on en a fait. Ce qu'on en a fait, c'est quoi? C'est de les utiliser comme des espèces de bornes et de limites pour donner aux gens des conseils. Alors, comme on n'aime pas prendre de risques, hein, la plupart du temps, on leur dit, voilà, le seuil d'essoufflement, ou alors c'est votre limite, au-delà, c'est pas possible. Donc, on les utilise un petit peu comme des limites de risque, hein, peut-être à juste titre chez certains patients, mais c'est pas toujours le cas. Donc le seuil d'essoufflement, pour moi, c'est souvent pas une limite chez le patient. On pourrait en reparler. Voilà, merci. Et donc, pensez bien à la prochaine édition du club du CCS en mai 2017. Merci Stéphane. On va enchaîner, puis on fera les questions. Vous les gardez au chaud et on reposera les questions aux orateurs après. Donc on va accueillir Monsieur Dupuis qui va nous parler des utilités des paramètres cardiovasculaires de récupération. Et il va se présenter pour les personnes, quasiment je pense, l'ensemble de l'audience qui ne vous connaît pas. Donc oui, bonjour à vous tous, Olivier Dupuis. Donc je ne suis pas du tout cardiologue, je ne suis pas médecin non plus. Moi j'ai un doctorat en physiologie de l'exercice, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Je travaille un petit peu dans le domaine de la cardiologie depuis maintenant quelques temps. Mais là, je vais vous présenter effectivement mon sujet, une partie de mon sujet de thèse qui était un petit peu le suivi de l'athlète, le suivi de l'entraînement, et puis quels sont les marqueurs qui peuvent nous aider dans le suivi. Parce que finalement, c'est ça l'important aussi, c'est qu'on sait que l'activité physique est bonne pour la santé, on doit gérer la récupération, mais même si on gère tout bien, il faut qu'on valide tout simplement des marqueurs de suivi, de bonne adaptation, de mauvaise adaptation à l'entraînement. Donc là, on va surtout parler un petit peu de tout ce qui est post-effort, comme on a pu voir tout à l'heure. Est-ce que dans ces mesures-là cardiaques, on peut voir des informations qui nous permettraient de valider une bonne adaptation à l'entraînement? Alors, j'appuie sur. Voilà. Avant, j'aimerais bien commencer par une petite légende qui me fait souvent sourire. Milan de Crotone. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Milan de Crotone, dans les textes anciens, Milan de Crotone, c'était un athlète grec, très très fort, parce qu'il était champion olympique de lutte, tout simplement. Et la légende veut que Milan de Crotone, il est capable de porter sur ses épaules un bœuf. Et la légende veut que, pour en arriver là, Milan de Crotone, depuis, excusez-moi, tout petit, s'est entraîné à porter un veau sur ses épaules. Et plus Milan de Crotone grandissait, et plus le veau devenait bœuf, et plus Milan de Crotone devenait fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement, si je commence à m'entraîner tous les jours, plus je vais m'entraîner, plus je vais être performant? Hein? La suite de ce type de processus d'entraînement, il est connu. On ne va pas arriver à Milan de Crotone, on va arriver tout simplement à un athlète fatigué ou surentraîné. Et là, le danger, c'est effectivement, c'est le côté un peu obscur de la force, hein, c'est d'éviter d'arriver dans ce type de syndrome-là qui peuvent exister. Alors, on verra, il y a une classification particulière, mais c'est intéressant. Il faut garder en tête que lorsque vous allez entraîner les gens, qu'on soit dans la prévention primaire, secondaire ou dans du suivi de l'athlète de haut niveau, il est important de comprendre que la relation entre la charge d'entraînement et votre niveau de performance n'est pas linéaire. Il y a une augmentation qui se fait au début, je commence à vous entraîner, vous vous adaptez bien. Mais malgré la formidable capacité de votre corps humain à s'adapter, il y a un seuil optimal, il y a un point optimal à partir duquel toute augmentation de la charge de votre entraînement ne se traduit plus par des adaptations positives. On va arriver sur des phases d'adaptation négatives. Donc là, l'intérêt qu'on soit dans la prévention primaire, secondaire, suivi d'athlètes, c'est d'arriver ici, d'arriver à une performance optimale. Le terme performance me dérange parce qu'il peut prendre un sens totalement différent dans le processus d'entraînement qu'on veut avoir. Néanmoins, il faut qu'on arrive à trouver un marqueur qui nous permette d'en arriver à peu près à ce point optimal. On l'a vu ce matin, ça fait quand même débat, et j'aimerais bien revenir là-dessus. On est quand même dans une logique, soit d'optimisation des performances, soit d'améliorer la santé des gens. Et on l'a entendu ce matin, finalement, le titre de je trouve que le titre
de cet article, il est hyper sexy. Exercice, ami ou ennemi? Parce qu'il y en a encore qui se posent certaines questions. Et c'est normal, parce qu'il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. On l'a vu, puis le collègue ce matin l'a très bien présenté, un article qui est publié dans, je crois, le Lancet, et qui montre tout simplement que plus vous êtes actif, on verra, il y a une dose, mais ce n'est pas le but de ma conférence, et plus vous réduisez tout simplement le risque de mortalité, de développer des maladies cardiovasculaires, de développer un diabète, ou de développer tout simplement un cancer. On a vu ce matin, du coup j'ai rajouté une petite diapositive, on a parlé des fameux 12 METS. Après 12 METS, est-ce que j'ai un effet positif de l'entraînement sur ma santé? Alors là, c'est publié dans le JACC, donc journal relativement connu en cardiologie. Et là, vous voyez, par rapport aux différentes tranches d'âge, ils ont tout simplement vérifié le ratio, un petit peu le hazard ratio, pour voir si effectivement il y a un effet sur la longévité ou le risque de développer, enfin de mourir plus jeune, sur le risque de longévité. Et on se rend compte finalement qu'inférieur à 30 ans, que vous soyez à 12 mètres ou 14 mètres, finalement, il y a même un risque plus élevé après 14 mètres. Ce qui est intéressant, bon là il faut prendre du recul, c'est tout simplement arriver à 40-50, 50-60, plus de 60, il y aurait peut-être un petit effet d'être très 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 en forme par rapport à des gens qui sont déjà en forme ou pas du tout en forme. Si on fait un petit zoom sur cette dernière histogramme que je trouve ici intéressante, hop, le pourcentage sur votre santé, il est minime. Regardez, si je me place ici, je suis à 2 mètres, ou là je prends là, je suis à 14 mètres versus 15 versus 16 mètres. Quel est vraiment l'impact sur mon risque de mortalité? C'est 0,02%. Cliniquement, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. J'en sais rien. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on veut toujours aller plus, on veut être toujours plus performant. C'est la société qui fait ça. Néanmoins, j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas dérangé, mais ce matin, on vous a dit que finalement, les athlètes de haut niveau allaient mourir plus de morts subites. Ben là, vous avez 2 études épidémiologiques qui ont été réalisées par l'INSEP et qui montrent que là, le titre est assez sympa aussi, Ramer pour votre vie, une étude épidémiologique qui a été faite chez nos rameurs français depuis 1900. Et ils ont un taux de mortalité, enfin ils ont une longévité plus importante que la nôtre. Cette même équipe a publié aussi chez nos cyclistes français. On pourrait se poser des questions, vous allez me parler dopage et compagnie. Non, on s'en fiche. Nos cyclistes français ont une meilleure longévité que la nôtre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les collègues de l'INSEP avec une étude rétrospective. Alors, il y a des biais, sûrement, mais voilà. Donc, finalement, on cherche toujours à être le plus performant, mais on peut tomber dans le côté adaptation négative et je me surentraîne. Alors là, vous avez classiquement le surentraînement, c'est un processus qui n'est pas linéaire. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il y a de la fatigue aiguë, je m'entraîne, demain matin, vous allez courir, vous allez être fatigué. C'est une fatigue qu'on induit normalement et qu'on recherche à l'entraînement. C'est le fort, functional overreaching. Après, il y a une phase de non-functional overreaching, excusez-moi, plutôt du dépassement. C'est-à-dire que là, j'arrive à un état d'entraînement qui fait que c'est plus adéquat à ma récup, peut-être que je suis en train de dépasser ce seuil optimal et je commence à avoir une perturbation de mes performances. Et si on continue, on va arriver sur le vrai surentraînement, et là c'est plus que dommageable. Alors, est-ce que ça touche réellement les sportifs? Oui, donc la phase 2 du dépassement touche 20 à 60% de nos athlètes, que vous soyez en sport co ou en endurance. Ça touche autant les femmes finalement que les hommes. Ça, par contre, ce que je vais vous présenter après, est assez dramatique. Ça touche entre 29 à 30% des adolescents à haut niveau, entre 9 et 15 ans. Ça, c'est dramatique. Et ça pose la question de ma conférence, quels sont les outils qui nous permettent de prévenir, notamment dans les mesures post-effort. Alors là, par contre, il n'y avait pas de différence sexe chez l'adulte. Par contre, chez la petite fille, elles sont beaucoup plus touchées que le petit garçon. Pour X raisons, parce que c'est une période un petit peu on va dire, fragile. Alors, les conséquences d'un état de surentraînement, alors je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun travail sur la fibrillation auriculaire, on en a parlé, et on n'a pas vu que les athlètes surentraînés décédaient plus rapidement que les autres. Ça, il n'y a pas des... Par contre, on peut développer plusieurs pathologies, notamment vous avez un bel exemple d'abcès au niveau d'un rugbyman qui était en état de surentraînement au niveau pulmonaire. Malheureusement, quand on arrive à ce niveau-là, la solution, c'est le repos. On arrête les gens. On ne fait rien d'autre. On ne fait pas un demi-volume d'entraînement, on arrête les gens.
c'est trop tard. Le but, c'est de prévenir. Comment? On va en parler. Alors, est-ce qu'il existe à l'heure actuelle, j'aime bien ce petit Mario Bros, un suivi de l'entraînement qui nous permet d'apprécier à la fois les adaptations positives, vous vous entraînez, tout va bien, et des adaptations négatives. C'est de l'utopie, hein, je vous le dis de suite. Je crois qu'il faut avoir une approche multidisciplinaire dans cette approche-là, mais on a quand même des marqueurs physiologiques qui nous intéressent, hein, qui peuvent être intéressants. Il faut comprendre que dans notre démarche, on doit absolument garder en tête des critères importants lorsqu'on va choisir des tests. La validité, la fidélité, l'accessibilité et la reproductibilité. Moi, je vois souvent des gens mettre en place une batterie de tests impossible auprès d'athlètes de haut niveau et ils ne s'en sortent pas. Déjà, ils ne sont peut-être pas fidèles et puis ça prend du temps. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'accessible. Alors forcément, on va se tourner vers des mesures de la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'elles répondent à un premier critère, hein, c'est qu'elles sont accessibles. Hein, on peut faire une prise manuelle, on a toute une panoplie de cardiofréquencemètres, donc Thierry Laporte va en parler après, des très bien validés, d'autres un peu moins validés. On l'a vu dans l'atelier numéro 3, des objets connectés, donc là c'est Exoskin, c'est une compagnie avec qui je travaille au Canada. Il faut par contre prendre du recul, je suis désolé, je ne suis pas dans le commerce, hein, mais ce qui est intéressant quand même, quand on utilise ces outils-là, il faut être sûr qu'ils soient quand même validés avec la mesure, on va dire, gold standard, c'est l'ECG à partir du Holter. Donc si on s'amuse à faire juste de la fréquence cardiaque pure, ça va. Si on commence à faire de la variabilité sinusale ou de la récup post-exercice avec ces objets connectés ou des cardiofréquencemètres, est-ce qu'ils sont validés? Et ce qui est doublement intéressant dans les mesures de la fréquence cardiaque ou des mesures dérivées de la fréquence cardiaque, c'est qu'elles nous renseignent sur quoi? Sur la régulation autonome du myocarde. Hein, votre système, bon, vous le savez mieux que moi finalement, votre cœur est régulé par le système nerveux sympathique et parasympathique à destinée cardiaque. Et finalement, la fréquence cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque intrinsèque et de l'interaction sympa et parasympathique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait que dans le suivi de l'athlète, on peut avoir des adaptations au niveau de la balance sympatho-vagale et que par des mesures non invasives, on pourrait suivre un peu les athlètes. Alors, c'est quoi on va surtout parler de la fréquence cardiaque de récup. Donc j'ai essayé de voir, Yann, je t'ai vu pédaler, enfin, j'ai essayé de voir un petit peu sa cinétique post-effort. Bon là, vous avez un profil classique de fréquence cardiaque. Alors ça, c'était moi, sur tapis roulant, 6 minutes à 80% de ma VO2 max, enfin de ma VAM. Donc je cours et puis voilà. Donc je cours, je m'arrête et puis effectivement, je mesure ma fréquence cardiaque après l'effort. Ça, c'est quelque chose de relativement simple. Hein, vous le savez, et c'est quelque chose qu'on utilise ou que vous avez utilisé, qui est encore utilisé dans le domaine clinique. Hein, il y a beaucoup de médecins qui continuent pour un petit bilan de santé ou un certificat médical. On vous fait faire quoi? 30 flexions en 1 minute. Je prends votre pouls avant, post-effort, 1 minute après. À partir de 1 ou 2 équations, ça dépend celle que vous voulez, on vous dit si vous êtes apte à pratiquer une discipline sportive. Je suis embêté avec ça. J'ai plutôt envie de vous dire que, pour ma part, enfin en tout cas c'est personnel, hein, c'est plus une information sur comment on régule votre cœur post-exercice et son adaptabilité peut-être à l'exercice. Ce qui est dommage, c'est de ne pas délivrer, juste à cause de ça, un certificat médical de non-contre-indication, parce qu'on va voir que l'activité physique va l'améliorer, ce post-effort. Il faut peut-être mieux faire un ECG, comme on l'a vu ce matin, pour vérifier que la personne aille bien. Mais ce test-là qu'on utilise souvent, enfin que les médecins utilisent souvent, vous n'êtes pas sympa, hein, avant vous ne l'avez pas dit. Hein. Et puis, c'est bon. Et puis voilà. Donc l'intérêt, c'est de voir un peu, est-ce que ces mesures post-effort nous permettent d'apprécier tout simplement l'entraînement ou pas. D'un point de vue clinique, ce qui est intéressant, il y a 2 articles qui ont fait un peu de bruit et qui ont montré que cette cinétique post-exercice de votre fréquence cardiaque est prédictive de votre mortalité. Dans un journal très connu, le New England, donc Jouven et puis Cole, qui ont publié là-dessus, donc un français et un britannique, et qui montrent tout simplement que post-exercice, si vous avez au bout d'1 minute moins de 25 battements par rapport à la FC peak, vous avez un risque de mortalité x2 par rapport à quelqu'un qui a plus de 40 battements en 1 minute. Derrière, Cole, dit que finalement vous avez une récupération de fréquence cardiaque anormale si vous êtes inférieur à 12 battements. Ça lève un petit peu tout simplement que ces mesures-là sont des normes, mais protocoles dépendants. Pourquoi 12 et puis de l'autre côté on dit 25? Donc là il faut faire attention, on le verra tout à l'heure.
Et effectivement, bon, là, moi, j'ai travaillé pendant 6 ans à l'Institut de cardiologie de Montréal, et effectivement, au Canada ou aux États-Unis, tout simplement, pour savoir la longévité de la personne, vous avez différentes mesures de l'histoire de la personne et aussi au niveau de différentes informations qu'on peut récupérer pendant le test d'effort. Et vous avez ici, tout simplement, que j'ai encadré en rouge, est-ce que le sujet a une récupération de fréquence cardiaque anormale? À partir de toutes ces questions, dont celle-ci, je vous prédis sur les 10 années prochaines votre risque de mortalité. Bon. Alors finalement, le système, donc la récupération de fréquence cardiaque ou la fréquence cardiaque de récupération post-effort, c'est une mesure non invasive du système nerveux autonome. En fait, elle est caractéristique, cette fréquence cardiaque, lorsqu'elle récupère post-exercice. On ne l'a pas bien vu sur le test de l'atelier tout à l'heure parce qu'on a arrêté Yann un petit peu trop tôt, mais on a une cinétique qui se fait en 2 phases. On a une première phase ici, vous voyez, très rapide, au bout d'1 minute jusqu'à 2 minutes, et puis après on a une phase un petit peu plus lente. Et finalement, qu'est-ce qui régule cette cinétique? C'est votre système nerveux autonome. Tout simplement, on attribue, alors ça a été publié et en tout cas validé avec des blocages pharmacologiques à base d'atropine ou de propanolol, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on sait que juste après l'effort, ce qui fait que votre fréquence cardiaque redescend de manière très rapide, c'est votre tour vagal qui était parti tout simplement au tout début de l'effort. Donc il revient, vous arrêtez, il revient, c'est ce qui explique cette cinétique très rapide. Sauf qu'il y a un frein physiologique, le système sympathique, qui va ralentir un peu cette fréquence cardiaque. Donc souvent on attribue cette première phase au système parasympathique, et puis cette deuxième phase un petit peu au système sympathique. Comment on mesure? Finalement, vous allez me dire très bien, vous allez nous dire qu'après ça peut être intéressant dans le suivi, c'est vrai. On peut la mesurer de 3 manières, et je vous conseille même d'en utiliser 2 des 3, c'est plus intéressant. Soit on calcule ce delta 60, donc vous avez votre fréquence cardiaque pic, et je mesure 1 minute après, et je vois à combien vous êtes tout simplement redescendu. On peut utiliser tout simplement ce que proposait un cardiologue italien dans le JACC, le T30, c'est-à-dire un petit peu la pente de la courbe de la fréquence cardiaque sur les 30 premières secondes, ou tout simplement une fonction mono-exponentielle de Perini, un autre cardiologue italien, qui disait que finalement, cette cinétique post-effort, elle est mono-exponentielle. Donc, bon, on en parlera après, je vous laisserai mon mail, j'ai les maquettes qui vous permettent de calculer ça automatiquement. Mais finalement, ce qu'il faut garder, c'est les mesures absolues sont intéressantes, mais la pente aussi. Vous avez 2 personnes qui ont le même delta 60, mais la pente n'est pas du tout la même. Donc il faut faire un peu attention. Alors, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est sensible à l'entraînement? Je vais accélérer un petit peu ce que je vais vous mettre en retard. Est-ce que, le niveau de condition physique affecte effectivement cette FCR? Là, on prend des personnes âgées, on prend des personnes jeunes, on leur fait faire un test d'effort, et je les catégorise par leur VO2 max, et je regarde comment répondent un petit peu ces gens. Et vous voyez ici, par rapport au delta, ce qui est en jaune, ce sont les gens qui sont plutôt low fit, avec un moins bon niveau de condition physique après un test d'effort, et les high fit, plutôt en vert, qui ont une pente beaucoup plus abrupte. Ce que nous dit toutes ces études un peu transversales avec leurs limites, c'est que finalement, l'entraînement va améliorer votre retour parasympathique, essentiellement à ce niveau-là. Derrière, il y a eu des études transversales donc, qui ont montré qu'à la fois, un effet de l'entraînement physique va améliorer cette réactivation parasympathique chez des sujets âgés, aussi chez des adolescents. Et finalement, ces études longitudinales vous disent que l'entraînement accélère la récupération de fréquence cardiaque, elle est attribuée par cette augmentation de votre système parasympathique lié à l'entraînement. Finalement, les athlètes, qu'en est-il? Donc là, il y a une étude qui est sortie, c'est une revue de questions en 2016, il y a 3 mois, et ils ont fait un peu le tour de toutes les données qu'on avait, et je vous confirme qu'un athlète entraîné, lorsqu'il s'entraîne bien et qu'il augmente ses performances sportives, son retour vagal post-exercice est accéléré. Voilà ce qu'on sait, donc c'est un premier élément de réflexion. Est-ce que finalement l'entraînement intermittent versus aérobie peut avoir un effet? Parce qu'on en parle souvent, on trouve des titres assez sexy, Little Pain for a Lot of Gain, ou est-ce que finalement le travail intermittent c'est une stratégie d'efficacité pour augmenter notre santé et notre performance? Et finalement, il n'y a qu'un travail, alors moi je prends du recul par rapport à ça, qui montre finalement que les athlètes qui s'entraînent à haute intensité ont un retour vagal beaucoup plus important, pour le même VO2 max qu'ils ont, ces 2 populations-là, ils ont un retour vagal beaucoup plus important que ceux qui s'entraînent en continu. C'est à vérifier. Est-ce que l'entraînement en musculation me permettrait d'avoir le même effet? Effectivement, vous avez une étude qui est sortie il y a effectivement peu de temps aussi, enfin il y a quelques temps, qui montre finalement que si je compare des athlètes en endurance ou des athlètes entraînés en musculation, Olivier, ils ont... est-ce qu'on peut conclure rapidement? Tu me donnes 2 Merci. minutes et puis c'est fini. Et puis on montre effectivement qu'il y a un effet
accélérer. Alors, le problème, c'est que si vous arrêtez de vous entraîner, que se passe-t-il? C'est ce qui passe souvent avec nos patients lorsqu'ils partent de la clinique. Vous vous rendez compte ici que lorsque vous entraînez, votre T30 s'améliore, ça veut dire que votre pente post-exercice s'améliore, et lorsque vous désentraînez, elle se ralentit. Donc au-delà du fait que cette fréquence cardiaque me permet d'apprécier les phases positives de l'entraînement, elle me permet aussi de distinguer les phases plutôt type désentraînement. Et qu'en est-il finalement en prévention secondaire? Donc ça, c'est 2 posters que j'ai présentés au GERS là, en octobre dernier, qui montrent à la fois que chez les coronariens, plus ils ont un haut VO2 max et plus leur pente post-exercice est importante. Et post-travail de séance d'entraînement pendant 4 semaines intermittent continu, les 2 groupes avaient une amélioration post-vagale. Donc on peut utiliser ça aussi chez nos coronariens pour vérifier l'effet de l'entraînement. Puis je termine là-dessus, Ninam, je termine très rapidement. Est-ce que c'est prédictif de surentraînement maintenant? C'est la question. Est-ce que c'est prédictif d'un état de surentraînement? En 2008 et en 2012, des gens ont montré que finalement on n'avait pas de données. Et ben, j'ai travaillé là-dessus finalement. Et puis bon, c'est toujours sympathique de voir des gens qui vous citent. Moi, j'ai été un peu embêté. C'est que mes athlètes surentraînés, lorsque je leur ai testé leur fréquence cardiaque de récupération, a été plus rapide qu'avant. Donc, même pattern que s'ils s'étaient entraînés comme il fallait. Ça, c'est très embêtant, ça a été confirmé par d'autres équipes, et notamment les collègues de l'INSEP qui ont montré exactement la même chose. Donc là, finalement, cette mesure-là, elle n'est pas cool. À la fois, elle me permet de voir si vous vous entraînez bien et si vous entraînez mal. Donc là, c'est un petit peu problématique. Alors, je termine par des recommandations, j'en ai pour à peine 1 minute. Si vous devez faire des mesures post-exercice, faites attention à l'intensité que vous choisissez de l'effort. Soit vous prenez du maximal ou du submaximal, mais vous standardisez toujours dans le suivi la même intensité. Là, vous avez pour un sujet sa récup de fréquence cardiaque après un test max, et là, des tests différents sous maximal. Vous faites attention aussi à choisir l'ergocycle que vous avez utilisé. Est-ce que vous faites ça sur vélo, tapis, course ou marche? Toutes les études montrent qu'après un vélo, on récupère beaucoup plus qu'après de la course à pied. On standardise aussi. Je choisis toujours le même ergocycle. Est-ce que je fais ça à distance d'une dernière séance d'entraînement? Vous avez ici l'exemple qu'il faut laisser 24 heures à quelqu'un pour mesurer sa réactivation parasympathique parce qu'elle a altéré juste après une séance d'entraînement. Est-ce que je contrôle la prise alimentaire? Ça sort beaucoup en ce moment. Vous voyez que là, si je me prends une bonne canette de Red Bull, ma réactivation parasympathique est altérée par rapport à si je n'avais pas pris de Red Bull. Je termine. Qu'est-ce que j'interprète finalement dans le suivi? C'est ma dernière diapositive. Si vous avez dans le suivi de l'athlète une FCR qui est plus rapide associée à une augmentation de ses perfs, tout va bien. Si vous avez une FCR plus rapide associée à une diminution des perfs, ça va pas mal, ça va pas bien. Si vous avez une FCR plus lente post-effort, il y a 2 possibilités. Soit la personne est désentraînée, soit elle est fatiguée d'une séance d'avant. Et si vous avez eu un athlète surentraîné qui revient à l'entraînement, normalement, sa FCR devrait être un petit peu plus lente que lorsqu'il était en état d'entraînement, tout simplement parce qu'il a retrouvé son niveau de performance initial. Je suis désolé d'être allé assez vite, mais merci de votre attention. Merci Olivier. On enchaîne tout de suite avec Thierry Laporte qui va nous parler des différents cardiofréquencemètres et de leur utilité. Juste pour après, pour la pause. Donc il y aura toujours la pause, bien évidemment. Par contre, je vous demanderai tous de revenir à l'heure. On va débuter vraiment après 10 minutes de pause simplement, par respect pour tous les orateurs et pour tous ceux qui ont fait le congrès. Ce serait gentil de revenir à l'heure. Merci. Bien. Chers amis, alors merci à François, Nima et Pascal de m'avoir proposé de répondre à ces 2 questions. Le seul souci, c'est le temps. Alors je vais survoler la première parce que je pense que depuis 20 ans que je fais ce topo et un bouquin, vous êtes tous convaincus que c'est non pas, ne soyons pas présomptueux, indispensable, mais que c'est logique d'utiliser le cardiofréquencemètre qui est l'outil qui permet de recueillir la fréquence cardiaque en temps réel et donc de mesurer l'intensité d'un exercice. Mais je vais m'attarder sur la deuxième partie qui est un sujet beaucoup plus d'actualité pour nous cardiologues, médecins du sport et qu'on nous pose de plus en plus souvent. Docteur, et encore tout à l'heure mon ami François, quel cardiofréquencemètre me conseillez-vous d'utiliser? Alors, la fréquence cardiaque, comme Vincent l'a dit, c'est l'énergie de la vie.
c'est la consommation d'oxygène, donc c'est les exercices de la vie quotidienne. L'activité d'endurance, ce sont des activités donc de type aérobique où la fréquence cardiaque joue un rôle indispensable. C'est un facteur principal et, si vous voulez, par métaphore, on peut dire que la fréquence cardiaque, c'est le compte-tour du moteur à combustion interne, dont la volume d'éjection systolique et donc la cylindrée. Alors, il faut savoir, et c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait logique d'utiliser la fréquence cardiaque, que, on l'a déjà dit, il y a une relation linéaire universelle entre le pourcentage de fréquence cardiaque maximale et le pourcentage de VO2 max. Et cela, à l'échelon de l'être humain, c'est une relation donc linéaire universelle qui est efficace ou réelle entre une activité qui sollicite 50% de la fréquence cardiaque de la VO2 max jusqu'à au moins le second seuil, comme l'a dit Stéphane, et même parfois jusqu'à la VO2 max. Donc, on peut tout à fait utiliser cette relation. Et pour simplifier, je vous ai mis Y, donc le pourcentage donc, de la fréquence cardiaque, c'est égal à 0,9x. En gros, lorsqu'on veut faire une activité qui sollicite 80% de notre, ou 70% de notre VO2 max, eh bien, on peut utiliser 80% de notre fréquence cardiaque maximale. Ce qui est important, donc, si on reprend ce tableau que vous connaissez bien maintenant, c'est de savoir donc que cela va concerner les activités qui sollicitent au moins 50% de la VO2 max, donc toutes les activités de type dynamique de catégorie B ou C, et on retrouve là toutes les activités sportives les plus pratiquées en sport d'endurance en France. Juste un petit aparté pour vous montrer, ça c'est un petit clin d'œil à toutes ces montres connectées et surtout trackers d'activité avec cardio intégré, je ne citerai pas de marque, qui aucun intérêt d'utiliser dans notre activité quotidienne de travail, sauf si on est ouvrier manuel, la fréquence cardiaque, puisqu'on est dans des activités qui sollicitent moins de 50% de notre VO2 max. Alors donc, pour résumer, c'est une activité qui est tout à fait utile donc dans les sports d'endurance, natation, cyclisme, marche, puisque Dini s'entraîne avec un quart de fréquence mètre. Et là, c'est notre meilleur marathonien français qui franchissait la ligne à Paris avec un beau quart de fréquence mètre au poignet. Inutile donc dans tous les sports explosifs. Et ce matin, on l'a bien dit, Florent Rousseau l'a dit, pas d'intérêt dans les sports à composante énergétique anaérobie et pas d'intérêt non plus dans les sports purement isométriques. Alors, juste pour vous rappeler, qu'est-ce qu'on a comme repère pour mesurer de façon objective l'intensité relative d'une activité physique? On a tout simplement un indice, un repère psychologique qui est l'essoufflement ou l'indice de pénibilité, et donc un repère physiologique qui est la fréquence cardiaque. Alors, quel est le plus intéressant des deux? Je vous résume, mais si on reprend la revue de la littérature, les 3 papiers les plus intéressants sur le sujet montrent bien, donc le premier c'était il y a plus de 20 ans, le dernier il y a 4 ans, et bien pour dans les 3 études, la conclusion est que la fréquence cardiaque est le moyen le plus objectif de mesurer l'intensité relative d'une activité physique donnée. Donc la preuve est faite. Ce qui est important, et ça c'est un message qu'on passe, c'est qu'à l'échelon individuel, là aussi plusieurs études l'ont bien montré, la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge ne doit pas être utilisée, car vous avez un écart type à l'échelon individuel de près de 15 battements par minute, et vous avez donc ce papier par exemple qui avait comparé donc
des sportifs, que ce soit sur vélo ou sur tapis, et vous voyez qu'il y a une trop grande variabilité pour utiliser la FMT. Donc, dans tous les cas, il faut faire un bilan préalable et faire soit une thèse de terrain, soit une thèse de laboratoire, les coureurs sur tapis, les cyclistes sur vélo, et d'avoir les poussés jusqu'au maximum, de façon à avoir une fréquence cardiaque réelle, individuelle, une fréquence cardiaque maximale individuelle réelle. À partir de là, eh bien, pour reprendre ce que tu as dit, Stéphane, tout à l'heure, eh bien, on va établir des zones d'entraînement en fonction du premier et du second seuil, avec la fréquence cardiaque qui monte jusqu'à un maximum. Et vous avez un temps d'entraînement zone 1, zone 2, l'endurance fondamentale, zone 3, comme tu l'as très bien déterminé, zone 4. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser des zones cardiaques d'entraînement. Et on parle maintenant d'entraînement bipolaire, avec à peu près 75% de l'entraînement qui est fait plutôt dans les zones 1, 2 et 3, et 25% en zone 4, zone 5. Je passe très vite pour maintenant. Donc, c'est un outil, j'espère, en 5 minutes. Ce n'est pas évident de résumer un cours d'1 heure au DU. Maintenant, comment utiliser, quel est l'outil qui permet d'avoir le recueil de la fréquence cardiaque? Donc, c'est le cardiofréquencemètre. Alors, c'est un outil qui est connu depuis longtemps, qui est basé sur un émetteur et un récepteur, un système donc d'émission par onde, par ultrason, et donc avec, sur les derniers appareils, eh bien, des indices qui permettent d'améliorer la qualité, d'avoir aussi d'autres repères, qui sont les capteurs de puissance et les systèmes GPS. Là, on a parlé aussi de la possibilité de la variabilité sinusale. Là, on a les appareils donc classiques des années 80. Depuis, vous le savez, 3 ou 4 ans, eh bien, il y a un nouvel appareil qui est apparu sur le marché, développé par une marque au Canada qui s'appelle Myo, et qui est basé sur un principe de la photoplétismographie. C'est tout simple. C'est un cardio tout en un. Le principe est assez astucieux. C'est un système lumineux émis par des LED. Il y a un capteur donc, qui va récupérer cette lumière. L'intérêt, 0 onde, 0 parasite. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Eh bien, la lumière émise est une lumière que vous connaissez bien ici, qui est typique des plantes du coin, qui est l'Atsina cress, qui est verte. Et cette lumière verte, pourquoi la lumière verte? Tout simplement parce qu'il va y avoir la possibilité, après l'émission, d'un retour et d'une détection du pourcentage d'absorption de cette lumière. Alors, ce n'est pas du tout le principe de l'onde de Pou, hein, ce n'est pas l'onde pulsatile, c'est un système plus astucieux, qui correspond à qui met en jeu la vasodilatation cutanée, et à chaque systole, donc, la vasodilatation augmente, donc l'absorption de la lumière augmente, donc il y a moins de retour, et le capteur optique arrive à détecter la variation d'absorption de la lumière entre... Ah, oui, je veux bien, mais je n'ai pas tout à fait fini. Voilà. Entre la systole et la diastole. Donc, ce n'est pas du tout une onde de pouls, c'est un système de détection par ce principe de la photoplétismographie. Alors, on a donc, dans notre laboratoire, on s'est dit, tiens, on va regarder un petit peu. Donc, on a fait une étude pendant 1 an, à la fois en laboratoire, mais aussi sur le terrain. On a utilisé 3 cardiofréquencemètres de type Myo, de marque premium, sans les citer, et un cardiofréquencemètre classique de référence. Et on l'a matché en laboratoire avec le CG d'effort, qui reste quand même la référence, et vous voyez, sur le terrain, alors en laboratoire, et là sur le terrain. Donc, vous voyez, j'étais un petit peu transformé en Robocop, avec 2 cardio-myo au niveau des poignets et un cardio ceinture comme mesure de référence. Voilà, je vous rassure, je suis que sur une des 2 photos. Alors,
les résultats qu'on a obtenus. En laboratoire, sur cycloergomètre, force est de constater qu'on a eu, sur 100 examens, 80% d'excellents résultats. On a été bluffé au début pour noter que l'acquisition est immédiate. On a même eu un signal peut-être plus rapide que l'électrocardiogramme. La variabilité était très bonne par rapport à l'électrocardiogramme, de 2 à 3 battements par minute. Il faut par contre avoir un bon positionnement du bracelet, et on n'a pas noté, contrairement à ce qui a été noté dans la littérature, d'effet de la couleur de peau, du degré de sudation, de la taille du poignet. Et donc ces résultats sont conformes à la littérature. En fait, dans la littérature, il y a eu 2 seules études portant sur 25 personnes seulement. Sur cycloergomètre, on a quand même eu 20% d'échecs, avec des écarts supérieurs à 20 battements par minute. Je ne sais pas si on le voit bien, vous voyez, c'est la même marque, c'est la même personne, et on a quand même une grosse différence de fréquence cardiaque au même moment. Alors on a cherché, surtout en fin de test, quelles sont les causes. On a retrouvé une cause qui n'est absolument pas décrite. C'est une cause mécanique dans 6 cas. C'est tout simplement les gens qui avaient des poignets très crispés et qui fléchissaient énormément leur poignet sur le guidon. Et on a vu que dès qu'ils passaient en récupération, ils remettaient leur bras droit et les chiffres redevenaient analysables. Deuxième, et qui est plus je pense, important et d'implication plus grave, plus importante, c'est on a eu des extrasystoles ventriculaires qui n'ont absolument pas été reconnus par les cardiomyos, et surtout, on a eu un cas de FA d'effort qui n'a absolument pas été détecté par l'appareil, et le patient a fait une courte FA, il est repassé en rythme sinusal, et au moment où il est repassé en rythme sinusal, il y a eu une nouvelle synchronisation parfaite des 2 appareils. Et on a eu dans 4 cas des gens non répondeurs. On n'a pas compris pourquoi, mais l'appareil n'arrivait pas du tout à capter leur signal. Résultat sur tapis, un peu moins positif, 70% de correct, 60% seulement d'excellent. On a cherché les causes d'échec. Eh bien, indiscutablement, les gens, plus ils balancent leurs bras, plus quand même il y a des artefacts. On a eu un cas de vasoconstriction cutanée, quelqu'un qui sur le tapis avait les avant-bras cyanosés, enfin très froids, donc vasoconstriction, et là, échec total. Et alors, regardez ce cas incroyable, de temps en temps, le système n'est pas fiable dans le temps, puisque regardez cet exemple, avec l'électrocardiogramme d'effort lors d'un test progressif, et regardez le capteur myo, il suit, et à un moment, sans raison, il décroche complètement, et d'un seul coup, hop, il repasse sur on. Il y a eu un off et on, et ce alors que, bon, bien sûr, vous voyez, la fréquence cardiaque continue à augmenter. Alors, sur le terrain, c'est encore moins satisfaisant. Alors, c'est sûr, je l'ai fait sur une seule personne, mais dans des conditions différentes, et j'avais 4 appareils sur moi, donc, bon, voilà, nombreux écueils. Là, voici un cas, vous voyez, avec la comparaison entre, là, le M400, enfin le cardio-ceinture, qui est une référence absolue, avec une acquisition immédiate. Et regardez, c'est un test donc rectangulaire sur le terrain. Le temps qu'a mis d'acquisition du recueil de la fréquence cardiaque, plus de 20 minutes. C'est un test que j'ai fait dans l'hiver, à moins de 5 degrés dehors. Donc, c'est très long, l'acquisition est très longue. Un autre cas de mesure, j'essaye, mais je vais être le moins long de tous. Regardez sur le terrain, variabilité du recueil dans le temps. Là aussi, on a là-haut un cardio-ceinture. La vitesse, vous voyez qu'il y a une corrélation, c'était sur un parcours plat. Et regardez la variabilité des mesures avec un cardio myo. Regardez un petit peu. Sans raison, on peut avoir des écarts d'un moment à l'autre de 15 à 20 battements et qui peuvent, à tort, inquiéter les gens. Et enfin, une dernière diapo, toujours pareil, avec d'un côté un cardio-myo et un cardio-ceinture. Regardez sur un test sur tapis roulant, mais dehors, la variation des mesures. Et là, bon, donc la fréquence cardiaque correcte. Et regardez sur cet exemple-là, pourquoi d'un seul coup l'appareil donne une montée de fréquence cardiaque de plus de
de 15 battements, ça prouve bien qu'il y a quand même des soucis. Donc, autre résultat qu'on a découvert de façon un petit peu fortuite, limite de l'activité, lors de la marche nordique, le fait de planter le bâton, il doit y avoir des variations de pression ou alors l'impact, ça fausse les mesures. Autre limite, c'est l'économie de la batterie. Il m'est arrivé de le tester sur une marche de plus de 10 heures. Le cardio-myo a lâché 3 heures avant le cardio-ceinture. Et l'analyse de la variabilité sinusale qui n'est absolument pas possible. Donc je termine par 2 diapositives. À l'heure du choix, que dire? Eh bien, je répondrai indiscutablement, the winner is le cardio traditionnel. Le cardio traditionnel, pour sa simplicité, sa qualité de mesure, sa reproductibilité dans le temps et son rapport qualité-prix. Vous pouvez avoir un modèle maintenant classique haut de gamme à moins de 200 €. Et en plus, si le patient est cardiaque, on sait qu'on peut dépister les syndromes de cardiofréquence-mètre que le cardio tout en un ne peut pas. Mais indiscutablement, le cardiofréquence-mètre idéal, eh bien, en me grattant un peu la tête, je l'ai trouvé. C'est un modèle tout un an, le voilà, qui, à condition de faire un essai préalable pour être sûr de faire partie des répondeurs, pas de 5% des non-répondeurs, et vous investissez aussi dans l'option qu'ont tous les cardios maintenant tout en un haut de gamme. Ils ne sont pas fous. Ils ont prévu un deuxième système d'acquisition dans la montre, qui est un système traditionnel, dont vous offrez en plus l'option ceinture. Et pour pratiquement un peu plus de 400 €, vous avez un modèle qui répondra à toutes les possibilités. À l'intérieur, j'utilise le tout en un. À l'extérieur, je vais utiliser le même, mais avec la ceinture. François, est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon, voilà. J'essaie de faire le plus vite que possible. Quand même, pour terminer, quel que soit le modèle utilisé, il faut se rappeler que le cardiofréquence-mètre, c'est un bon outil, fiable, pratique et sécurisant, mais que ça devient un simple gadget pour celui qui ne va pas savoir s'en servir ou qui aura les mauvais repères, quel que soit le modèle utilisé. Je vous remercie. Désolé Thierry, mais en tout cas, ça c'était vraiment hyper intéressant parce que, enfin, après moi je parle pour moi, mais il y en a beaucoup qui me posent la question, surtout depuis qu'il y a les nouveaux cardiofréquences, les équivalents myo, et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours en extérieur, en fonction des conditions climatiques notamment. Alors moi c'est ce que j'ai eu comme retour, comme quoi c'était pas hyper fiable et que les gens revenaient, parce qu'on leur avait offert ça à Noël, voilà, et ils revenaient à leur ceinture. Non, mais si on part pour faire une séance d'entraînement d'une demi-heure et qu'il faut mettre 10 minutes ou un quart d'heure pour avoir la fréquence cardiaque enfin, c'est pas la peine. Alors que le cardio-ceinture, en 10 secondes, on l'a. Donc je pense que là, vous avez tous, un peu en plus au niveau du prix, même pour nos patients, au moins là, vous avez le bon gadget, en tout cas bien utilisé. Merci beaucoup. Donc on fait la pause. Je vous propose de revenir à 25, qu'on soit tous là. Comme ça, on n'aura pas trop de retard, puisqu'on avait quand même prévu d'être un petit peu plus long sur les topos. Merci.